Maintenant qu'on a vu l'algorithme pour entraîner un SVM linéaire, on va maintenant passer par la représentation duale pour introduire la notion de noyau, puis obtenir donc une version à noyau du SVM qui va nous permettre finalement d'avoir des versions non linéaires du SVM puis de résoudre une plus grande classe de problèmes. Donc, lorsqu'on suppose que c'est séparable linéairement, entraîner un SVM, c'est faire cette optimisation-là. C'est un problème d'optimisation quadratique où on a n contraintes. N, c'est le nombre d'exemples d'entraînement. On a n contraintes parce que pour chaque exemple, je dois m'assurer qu'il est bien classifié puis que j'ai une distance avec ma surface de décision qui est d'au moins de 1. Donc, j'ai un problème d'optimisation avec des contraintes. On sait que si j'ai un problème d'optimisation avec des contraintes d'égalité, comme maximiser l'entropie, mais avec une contrainte que les probabilités doivent sommer à 1, je peux faire ça avec un Lagrangien. J'introduis un Lagrangien, une nouvelle variable, qui va multiplier finalement un terme où je soustrais les deux côtés de mon équation dans ma contrainte d'égalité. En fait, on peut faire la même chose pour des problèmes d'optimisation où j'ai des contraintes, mais d'inégalité. Donc, dans ce cas-ci, mon problème d'optimisation, c'est pas ce terme-là est égal à 1. Donc, pour ça, on connaît l'utilisation du Lagrangien. Dans ce cas-ci, tout ce qu'on ferait, c'est qu'on pourrait enlever la contrainte, puis on dirait ben, ça va être plus lambda fois, entre parenthèses, tn de y de xn. Donc, ce truc-là ici, moins 1. Ce serait comme ça qu'on l'optimiserait, comme ça, on pourrait se débarrasser de ça. Mais en fait, on n'a pas une égalité, on a un plus grand ou égal. Donc, il existe une extension des multiplicateurs de Lagrange qui permettent aussi de résoudre ou d'exprimer la solution, encore une fois, avec des multiplicateurs de Lagrange. Là, je ne vais pas entrer dans les détails de ça. Pour en savoir plus, il y a des détails dans le livre du cours, le livre de Bishop. Mais essentiellement, ça prend exactement la même forme, c'est-à-dire que je vais avoir un terme ici où j'ai ce qu'il y a à gauche de mon inégalité moins ce qu'il y a à droite. Donc avant, j'avais ça plus grand ou égal à 1. Donc je prends ce qu'il y avait à gauche moins ce qu'il y avait à droite. Je multiplie par un multiplicateur de Lagrange. Puis là, vu que j'avais n contraintes, je vais avoir n multiplicateurs de Lagrange. Et là, ici, entre autres, mes multiplicateurs de Lagrange, ça va être mes éléments A qui se trouvent dans mon AN, qui se trouvent dans mon vecteur A dans ma représentation duale. Et la subtilité quand tu as un problème d'optimisation avec des contraintes d'inégalité, c'est que les multiplicateurs de Lagrange, ils doivent être positifs et le signe ici est important. Dans ce cas-ci, il faut que le signe soit négatif. Donc encore là, pour plus de détails, vous pouvez aller voir dans le livre, mais pour l'instant, on va juste à me croire là, que c'est bel et bien la bonne chose à faire pour résoudre ça avec des multiplicateurs de Lagrange. Donc j'ai une nouvelle forme de mon problème d'optimisation. J'ai encore des contraintes d'inégalité parce que mes multiplicateurs de Lagrange, il faut qu'ils soient positifs. Mais j'ai plus de contraintes qui impliquaient des termes un peu plus compliqués comme mon W essentiellement. Mes contraintes n'impliquent plus les variables par rapport auxquelles je suis en train d'optimiser. Et comme avec les multiplicateurs de Lagrange pour les contraintes d'égalité, j'optimise ça en calculant les gradients puis en les fixant à 0. Donc, si je calcule le gradient par rapport à W de toute cette expression-là, en fait, ce que je vais obtenir ici, bien, le gradient de W de la norme de W au carré, c'est 2 fois W. Puis le 2 va se canceller avec l'une demi ici, c'est pour ça qu'il était là. Donc, je vais avoir en fait le gradient de cette expression-là par rapport à W. Ça va être W moins, là ici j'ai un terme mais qui est linéaire en W. Fait qu'en fait, tout ce qui va me rester, c'est la somme DAN fois TN fois les phi de XN. Et puis ça, c'est une constante, ça va partir. Puis ça aussi, c'est une constante, ça va partir. Donc ça va être le gradient par rapport à W. Si je le fixe à 0, si je dis que W moins cette somme-là, DAN, TN, phi de XN, est égal à 0, c'est la même chose que de dire que W doit être égal à la somme DAN, TN fois phi de XN. Puis c'est exactement l'équation qu'on voit ici. Si je faisais la même chose, mais en dérivant par rapport à B, j'obtiendrais la contrainte que la somme DAN fois les cibles TN doit être égale à 0. Là, déjà, ce qui est intéressant dans cette dérivation-là, c'est qu'on a ce qu'on cherche quand on souhaite obtenir une représentation duale. On veut écrire
que mon vecteur W, ben en fait, c'est juste une somme pondérée de mes entrées. Okay, donc ça ici, AN, c'est un scalaire, c'est mon multiplicateur de Lagrange, c'est un scalaire. TN, c'est un scalaire, c'est plus 1 ou moins 1. Puis phi de xn, ça c'est un vecteur. Fait que j'ai bel et bien que la solution va être telle que le vecteur W, en fait, ça va juste être une somme pondérée de mes entrées. Et vu que les AN sont toujours plus grands ou égal à 0, ça c'est la contrainte sur le multiplicateur de Lagrange quand on a des contraintes d'inégalité, bien, ça veut dire que si phi de xn appartient à la classe 1, je vais avoir un chiffre positif fois 1 fois le vecteur. Fait que je vais additionner le vecteur phi de xn. Puis si phi de xn, ou si xn appartient à la classe 2, donc t est égal à moins 1, je vais plutôt soustraire le vecteur phi de xn à mon w. Ici. Okay. Mais donc, en introduisant les multiplicateurs de Lagrange, ce que j'ai réussi à obtenir, c'est démontrer que mon w, c'est bel et bien une somme pondérée de mes entrées dans mon ensemble d'entraînement. Donc, je peux faire comme j'ai fait avec la régression linéaire, c'est-à-dire prendre mon équation pour W, qui est maintenant une somme pondérée de mes entrées, puis réintroduire ça dans mon Lagrangien pour prendre mon W puis le remplacer par la somme des AN, TN, phi de xn. Si je manipule cette expression-là, je finis avec une expression qui a l'air de ça ici. Puis entre autres, on voit apparaître un noyau. Donc, en fait, ce terme-là ici, ce que j'aurais, c'est phi de xn transposé fois phi de xm. Puis j'ai ça pour toutes les paires de m et de n. Fait que pour toutes les paires d'entrées dans mon ensemble d'entraînement, je vais faire le produit scalaire entre la représentation phi de x. Puis ça, maintenant, je peux remplacer ça par un noyau, en autant que le noyau est valide, c'est-à-dire qu'il existe un phi de xn, un phi de xm, tel que le calcul du noyau me donne le produit scalaire entre les deux. Donc, dans cette représentation-là, j'ai un nouveau problème d'optimisation. Je dois optimiser ça à la place par rapport à A, mon vecteur A ici, qui est de taille nombre d'éléments dans mon ensemble d'entraînement. Et j'ai encore ma contrainte que les A doivent être positifs. Puis j'avais ma contrainte aussi que la somme des AN, TN doit être égale à 0. Donc, ça, c'est si je souhaite minimiser ça, c'est un terme qui, par rapport à A, il y a des termes quadratiques. On a des produits de AN et de AM. Puis on va avoir entre autres des AN au carré. Donc, c'est encore une fois un problème d'optimisation quadratique. La complexité dans ce cas-ci, là, ça va être n cubique, où n, c'est le nombre d'éléments dans mon ensemble d'entraînement. Donc, si j'ai beaucoup de données d'entraînement, optimiser le SVM, ça va être quand même pas mal coûteux, parce que ça va grandir cubiquement avec le nombre d'entrées dans mon ensemble d'entraînement. Ceci étant dit, en faisant ça, ça m'a permis d'introduire d'exprimer mon problème comme un problème où tout ce qui implique les représentations phi, c'est des produits scalaires entre les phi. Puis ça, je peux remplacer ça par le calcul d'un noyau. Et là, ça me permet donc d'utiliser l'astuce du noyau. Quelque chose qu'on peut démontrer, entre autres, par rapport à la solution à ce problème-là. Donc, c'est lié à un concept appelé les conditions Karush-Tucker ou les conditions cocotées. Encore une fois, les détails de ça, je n'en parlerai pas. C'est dans le livre si vous voulez en savoir plus. On peut démontrer que la solution à ce problème-là, il va satisfaire ces trois conditions-là ici. Donc, les AN vont être plus grands ou égal à 0, mais ça, c'est normal. Ça faisait partie de nos contraintes. Je vais avoir aussi que Tn fois Y de Xn moins 1 est plus grand ou égal à 0. Ça aussi, c'est pas trop surprenant parce que dans mes contraintes, je veux que Tn fois Y de Xn soit plus grand ou égal à 1. Donc ça, c'est exactement la même condition. Mais la condition qui est intéressante ici, c'est qu'en plus, on va avoir que AN fois Tn de Xn moins 1 va être exactement égal à 0. Okay? Donc, pour que ça ce soit vrai, il faut que soit ça soit égal à 0 ou que ça ici soit égal à 0. Okay? Donc, de ça, ça implique que pour chaque n, la condition suivante va être vraie. Soit n va être égal à 0 ou Tn y de xn va être égal à 1. Parce que Tn y de xn, si c'est égal à 1, je vais avoir moins 1. Donc, ce terme-là va être égal à 0. Donc, je vais avoir ma condition. Et on se rappellera que ça, en fait,
ça va être vrai seulement pour le point qui est le plus proche de ma surface de décision. Pour tous les autres points qui sont bien classifiés, ça va être plus grand que 1. Donc ça veut dire que pour les points qui ne sont pas les plus proches de ma surface de décision, nécessairement, AN doit être égal à 0. Okay. Puis ça veut dire donc que dans ma solution, ces points-là ne contribuent pas du tout à la solution, finalement. Ils ne vont pas du tout influencer la valeur de W, parce que leur AN, donc le poids dans la somme pondérée des phi de xn qui donne mon W, leur poids à eux va être égal à 0. Et ces points-là, donc ces points-là qui sont égaux à 0, c'est comme si on les ignorait, tandis que les autres points où les AN est plus grand que 0, donc est positif, ceux-là, on va les appeler des vecteurs de support. Donc, visuellement, ça va correspondre à ça. Si on retourne à notre problème de classification linéaire simple, où j'avais dit que la solution dans ce cas-ci, la surface de décision que mon SVM va trouver, c'est celle-là ici. Puis les points qui se trouvent à un Tn fois Xn, qui sont tels que Tn fois Xn est égal à 1, ça va être ces trois points-là ici. Ces trois points-là vont avoir un AN qui n'est pas nul, qui n'est pas 0. Puis tous les autres points, eux autres, leur AN va être égal à 0. Donc ces points-là ici, ça va être les trois vecteurs de support, puis tous les autres points, en fait, ils n'ont aucune influence sur la solution. Donc ça veut dire en fait que si j'avais entraîné juste sur ces trois points-là, j'aurais trouvé la même solution. C'est comme si les autres points n'existaient pas du tout. OK? Puis, donc ça veut dire que finalement, lorsque vient le temps d'utiliser mon algorithme, je pourrais prendre ces points-là puis juste les enlever de la mémoire de mon ordinateur, puis jamais avoir à comparer une nouvelle entrée à ces points-là. Je vais me ramasser finalement à un modèle que j'aurais obtenu comme s'il avait été entraîné sur seulement, dans ce cas-ci, 3 points, seulement sur les vecteurs de support. C'est ça le gros avantage du SVM. Lors de la prédiction, je vais pouvoir faire des comparaisons juste avec les vecteurs de support, puis typiquement, il va en avoir beaucoup moins que des données d'entraînement. Donc, si je fais une prédiction, ça veut dire faire quoi? Ça veut dire, je prends mon vecteur W, je le multiplie par le phi pour le x que j'ai, par exemple, dans mon ensemble de tests, puis j'ajoute un biais. Donc, W, on sait que c'est une somme pondérée par ANTN des phi de xn dans mon ensemble d'entraînement. Je prends la transposée de ça, puis je multiplie par phi de xn. Maintenant, je pourrais prendre phi de x, puis l'entrer dans la parenthèse, ou finalement, enlever ça ici, puis mettre la transposée ici, puis non, pas la transposée ici. Mettre la transposée ici. Donc, je vais avoir la somme de ANTN phi de xn transposé fois phi de x. Phi de xn transposé fois phi de x, c'est le noyau appliqué à xn et x, pondéré par ANTN. Et parce que juste les vecteurs de support tels que AN n'est pas égal à 0, ça veut dire que quand je calcule cette expression-là, les seuls points qui vont avoir une influence sur le calcul, ça va être les vecteurs de support. Puis, une autre chose qu'on remarque, c'est que les AN, ils vont être strictement plus grands que 0 pour les vecteurs de support. Les TN, ça va être soit 1 ou moins 1. Ça va être finalement la classe, l'information de la classe pour chacun des xn. Fait que ce que ça veut dire, puis là j'ai mon noyau ici, ce que ça veut dire, c'est que les xn qui appartiennent à la classe 1, ils vont augmenter la valeur de ce terme-là, parce qu'ils vont être multipliés par un terme qui est positif. Puis les xn qui appartiennent à la classe C2, donc pour lesquels t est égal à moins 1, ils vont diminuer la valeur de cette somme-là. Fait qu'ils vont essayer de faire passer la décision de l'autre côté de la surface, donc vers une sortie qui est négative. Donc à la fin, finalement, notre méthode à noyau, notre SVM à noyau, c'est comme un espèce d'algorithme qui fait voter les différents exemples d'entraînement, mais il y en a plusieurs des exemples d'entraînement qui vont être mis de côté, seulement ceux qui sont représentatifs. Puis ceux qui sont de la classe C1 vont voter positivement, ceux qui sont de la classe C2 vont voter négativement. Donc ça, c'est un exemple d'application du SVM à noyau avec le noyau gaussien. Mais là, premièrement, on voit que ma surface de décision, en fait, c'est cette ligne-là ici. Okay, donc cette courbe-là ici, c'est la courbe où y de x est égal à 0. Okay, puis dans ce cas-ci, ça n'indique pas lesquels sont positifs, lesquels sont négatifs. Donc peut-être que ici, c'est t est égal à 1, puis ici, c'est t est égal à moins 1. Et ce qu'il y a d'encerclé ici, c'est tous les vecteurs de support.
Fait que si, mettons, je voulais faire savoir ce point-là, il appartient dans quelle classe, ben en fait, je peux ignorer tous les autres points. Puis tout ce que je fais, c'est que je calcule mon noyau entre ce point-là et ce point-là. Je multiplie par son AN puis son TN, puis j'accumule. Après ça, je prends ce point-là, je le compare avec ce point-là, avec le noyau. Je multiplie par AN, TN, puis j'accumule. Puis je continue comme ça pour tous les vecteurs de support. Ça va me donner un chiffre. Si le chiffre est plus grand que 0, je classifie dans la classe C1. S'il est plus petit que 0, je classifie dans la classe C2. Donc c'est ça l'algorithme final qu'on a lorsqu'on a un SVM à noyau.